Cérémonie, c'était vraiment une autre casquette parce que vous devez sortir de votre énergie, vous devez donner de l'ambiance, vous devez contaminer la foule par rapport au contexte de l'événement. Et je pourrais dire grâce à Dieu, oui, gloire à Dieu, cet événement. Bonjour MC Paul. Bonjour MC Marc. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, nous tenons le coup. Voilà, là je viens de lancer un petit étincelle sur ce qu'il est déjà, mais tu vas te présenter, vous allez vous présenter vous-même et dire ce que vous faites dans la vie pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre qui vous êtes. C'est un travail trop difficile de parler de soi-même. Donc, bref, je réponds au nom de Paul Ngalamouloumé Machimba. Je suis ancré dans l'événementiel, si je pourrais le dire comme cela. Je suis maître de cérémonie. Je suis photographe professionnel indépendant. Je suis event manager. Je suis wedding planner. Et je suis aussi formateur et coach dans plusieurs domaines. Donc, c'est ce que je pourrais dire de moi. Voilà, un CV déjà énorme de par ce qu'il fait, de par ce qu'il apporte dans le monde, aussi dans notre pays, surtout bien plus particulièrement. Voilà. Dans cette émission, l'interview, je cherche à interviewer non seulement les jeunes qui sont en train d'émerger, mais aussi ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ce qu'ils font, pour aider les autres à voir que tout est possible, on peut grandir et aussi aider ceux qui ont plus particulièrement peur de parler en public. Donc, dans un premier temps, on va essayer de s'apaisantir sur ça, l'art oratoire, et par après, on va entrer dans ce que vous faites habituellement, votre travail de maître de cérémonie. Alors, MC Paul, est-ce que vous avez peur de parler en public? La peur est normale. La peur est naturelle. La peur est liée à la psychologie. La peur est liée à la tête. Mais on doit surpasser cette peur, en tout cas. Donc, pour dire, ce n'est pas que si vous êtes habitué à parler devant le public, que vous n'aurez plus jamais peur. Non, la peur est naturelle. Mais on fait en sorte que nous puissions surmonter cela, surpasser cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter une première anecdote où vous avez été MC, votre première fois? Comment ça a été? Pour une première fois, ça dépend de l'angle et de contexte en tout cas. Parce que lorsqu'on parle de maître de cérémonie, d'une manière générale, c'est celui qui conduit une cérémonie. Donc, c'est l'animateur. Mais sur le sens professionnel, la première fois que je l'avais fait, c'était dans un mariage coutumier. Mais si c'était pour un plaisir, je pourrais le dire, depuis l'école secondaire en fait, l'école humanitaire, j'ai déjà eu à le faire. La dernière fois que je l'ai fait, lorsque j'étais en 6e de humanité à Litigombe, j'avais co-animé avec un maître de cérémonie une journée culturelle Open Day School. Donc, si je prends maintenant sur l'angle professionnel, je pourrais dire que c'est le mariage coutumier que j'avais fait à Limité. C'était une première fois de faire un mariage, une première fois. Et bien là, il y avait beaucoup d'idées qui traversaient la tête. Et je dois avouer que j'avais un papier que j'avais presque tout noté. Hein. Tout noté, les salutations, les étapes qui vont suivre, les phrases que je lui ai dit. J'avais presque tout noté en tout cas. Donc, c'est une belle expérience. C'est ainsi, on dit toujours, avant d'arriver à 5, il faut d'abord commencer par 1. Oui, donc, pour cette préoccupation, donc la première fois que j'ai pris la parole en tant que maître de cérémonie professionnelle, c'était dans un mariage traditionnel. Donc, c'est par là que j'ai commencé et puis s'en est suivi plusieurs autres événements. Ce mariage s'était très bien passé. Au début, la peur, elle était là de manière très forte, ou soit vous l'avez senti, vous vous êtes dit, bon, voilà, c'est normal, je passe, et tout s'est bien passé par la suite. La peur n'était pas très forte. Pourquoi? Parce que je suis déjà habitué de parler devant les personnes. Donc, même dans l'église, je suis formateur. Donc, je parle déjà devant les gens. Et par rapport aux cérémonies, c'était vraiment une autre casquette. Parce que vous devez
euh, sortir de votre énergie, vous devez donner de l'ambiance, vous devez contaminer la foule par rapport au contexte de l'événement. Et je pourrais dire, grâce à Dieu, oui, gloire à Dieu, cet événement-là, il y avait les micros à fil. Donc, j'étais figé quelque part et parfois, ça m'a laissé au moins le temps de me souffler, de soulager. Parce que c'est différent d'utiliser les micros sans fil, de sillonner toute la salle, prendre possession de votre espace et d'être figé à un seul coin là. C'est un peu différent en fait. Donc, la peur était là, mais ce n'était pas une peur aiguë en fait. La peur était là, mais lorsque j'ai commencé, eh ben, la peur a disparu. En ce moment-là, quand vous ressentiez cette petite peur, quels étaient les symptômes que vous ressentiez au plus profond, à l'intérieur? Bon, à l'intérieur, je pourrais dire que le cœur battait rapidement et j'avais aussi un peu, donc j'ai tremblé un peu au pied, hein, j'ai tremblé un peu au pied. Ça fait ça. Et pour me ressaisir, je me suis penché vers le DJ, je me suis assis proche de lui, j'ai pris un peu d'eau et puis lorsque je me suis encore positionné à la place qu'il fallait, j'ai pris la parole de nouveau et ben ça a commencé comme ça et puis ce que j'avais apprécié c'était à la fin en fait, c'est à la fin. Vous voyez, lorsque vous faites un travail qui à la fin, les gens viennent vous dire félicitations. C'était bien. Ça montre au fait que, malgré la peur que j'avais, j'ai quand même fait quelque chose de bon et les gens ont apprécié. Par rapport au fait d'être félicité, j'ai eu dernièrement à lire un livre sur la psychologie altérienne et cette psychologie ne préconise pas le fait d'être félicité. En fait, ça vous fait un petit peu descendre. C'est comme si je faisais quelque chose et par la suite, vous faisiez quelque chose, par exemple, et je commence à vous féliciter. Ça me donne une certaine marge au-dessus de vous. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose de réel, de vrai, ou soit vous voulez rester sur votre position. Parce que là, vous avez eu à dire que le fait de féliciter vous a aidé à augmenter un petit peu votre confiance en vous. Bon, en fait, ça dépend du contexte et ça dépend aussi de l'école. Parce que dans la matière philosophique, il y a des écoles, ça dépend des écoles en fait. Dans la matière aussi de développement personnel, ça dépend aussi des écoles en fait. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans la maîtrise des cérémonies, c'est tout un métier, c'est tout un art. Et par rapport à ces métiers, on a ce qu'on appelle le feedback. Parce que le maître de cérémonie joue le rôle de transmettre l'émotion. Il joue le rôle de conduire la cérémonie en gardant le contexte et la thématique. Vous n'allez pas aller modérer dans une cérémonie funéraire pour demander aux gens d'agiter leur mouchoir. Vous n'allez pas demander aux gens de venir danser, de jeter de l'argent par exemple. Non. Vous allez propager la tristesse, vous allez propager l'expérience, vous allez propager cette confiance-là. Ça dépend en fait de religion aussi. Que non, il y a une vie qui vient après, etc. Ça va aussi de même avec la maîtrise des cérémonies. La maîtrise des cérémonies n'est pas là seulement pour que nous puissions se jouir de parler. Il y a une chose que j'ai toujours dit dans ce métier. Lorsque nous prenons la parole devant le public, pour parler au public, nous ne devons pas mettre en tête que c'est nous qui avons le pouvoir. Certes, toutes les lumières sont projetées vers nous parce que tout le monde nous regarde, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. C'est le public qui a le pouvoir. Le pouvoir de nous entendre, le pouvoir de faire ce que nous leur demandons. Et bien, si vous parlez mal, vous faites mal votre travail, ce public-là va se désintéresser de ces prophètes. Et à la fin, vous n'aurez pas le feedback. Donc, pour dire que les félicitations, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. C'est par contre ce qu'on appelle une manière d'auditer au fait. Lorsqu'on fait l'audit, c'est pour évaluer, c'est pour contrôler, c'est pour améliorer. Donc, l'être humain est rempli de faillibilité. Même lorsque nous prenons l'école primaire, l'école secondaire, on a les directeurs des études qui viennent aussi investiguer les professeurs, comment est-ce qu'ils sont en train de dispenser le cours. Et de leur côté, c'est pas dire que lorsque ils vont vous dire que vous avez fauché telle place, ça va,
le rendre supérieur à vous. Non. Par contre, ça vous aide d'améliorer, d'être meilleur que vous d'hier. Donc, pour dire que je ne suis pas de l'école qui dit que lorsqu'on vous félicite, ça crée les décadences. Non, par contre, ça m'aide à me découvrir davantage et ça m'aide aussi à m'orienter de la manière qu'il faut. Là, déjà, quand on voit que vous parlez de votre métier, on sent une certaine passion, une force que vous dégagez. Comment vous avez su trouver votre chemin? Comment avez-vous su que, voilà, la maîtrise de cérémonie, c'est ma chose, c'est mon truc? Ah, bon. Une question aussi difficile que ça, en fait. Donc, au départ, je n'étais pas maître de cérémonie, en tout cas. Au départ, je n'étais pas maître de cérémonie. Mais là où je suis, parce que lorsque nous encadrons la jeunesse, parce que là où je suis, j'ai encadré la jeunesse à l'époque, lorsqu'on encadre la jeunesse, on doit aussi susciter certaines improvisations dans ce que nous faisons, juste pour propager la joie dans la jeunesse. Et beaucoup plus dans les manifestations du groupe, parfois on me donnait la tâche de modérateur parce que selon eux, je parle bien. C'est la conception que tout le monde a. Lorsque vous êtes maître de cérémonie, premièrement, vous devez parler bien. Oui, ça fait partie de qualité, de rôle aussi de maître de cérémonie, bien évidemment. Mais c'est comme cela, en fait. Maintenant, lorsque je partais dans plusieurs cérémonies, tant qu'il est photographe, que je voyais le maître de cérémonie dans une autre peau, en fait, c'est-à-dire qu'il n'arrivait même pas à emballer la salle avec, excusez-moi les termes en tout cas, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes linguistiques, etc. Je me suis dit, ah, mais j'ai fait ça déjà à l'église, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas les faire aussi? Et je me rappelle un mariage, je l'ai demandé moi-même à une de mes collègues au fait de l'université. Lors de son mariage coutumier, même son mari s'était énervé comme pas possible contre le maître de cérémonie parce que c'était le frère de l'église du mari. Et la femme s'était énervée. Vu ce qu'il faisait, même lire les noms, il n'arrivait pas à lire les noms. Présenter le couple, il disait ce qu'il traversait par la tête, je ne sais pas moi, d'où est-ce qu'il provenait. Eh bien, j'ai dit à la femme, bon, je ne te demande pas de l'argent. Donne-moi juste le micro. Donne-moi juste le micro. Elle m'a donné plutôt le micro. Et lors de cette fête-là, il y avait des autorités aussi, que moi j'ignorais, que la femme était cousine, nièce, c'est pas moi, d'un ancien ministre, aujourd'hui je pourrais dire ancien parce qu'il n'est plus avec nous, personne. Il y avait les gens des partis politiques qui étaient là, les anciens gouverneurs, le membre qui travaillait au gouvernement, etc. Moi, je ne savais même pas. Je l'ai su à quelle étape? Lors de remise des cadeaux. Lorsque j'ai reçu la liste des gens qui sont fait enregistrer, c'est là où je vois, j'ai dit, wow! Et un travail que tu as dit que tu le fais gratuitement, mais à la fin, tu servais de l'argent. Wow. Parce qu'il y a un ancien ministre qui était là avec sa carte, qui vient vers vous. Petit, félicitations. Vous étiez vraiment à la hauteur de la cérémonie. Prenez un peu de l'eau. Et 5 personnes sont venues l'approche de vous. Donc, pour dire que je l'ai su après plusieurs prestations, en fait. Parce que la casquette que je mettais beaucoup en exergue, c'était la photographie. Parce que c'est là où j'ai tout débuté. C'est là où ma passion était. Mais lorsque j'ai fait quelques cérémonies, même mes confrères et collègues photographes me disent, mais PM, toi, tu es dans ça en tout cas. Tu es dans ça. Donc, vous vous rendez compte que je ne suis pas de l'école de gens qui disent que lorsqu'on vous félicite, lorsqu'on vous encourage, ça montre que vous êtes bas ou bien vous êtes supérieur aux autres. Non. Par contre, ça fait en sorte que vous puissiez vous découvrir de nouveau. Parce qu'il y a certains dons, il y a certains charismes qui sont en nous, mais ça demande juste un coup de pouce pour que vous puissiez vous découvrir. Donc, pour dire que il y a des gens qui m'ont dit non, tu le fais bien, tu es dans ça. Et ça me donne maintenant le goût de me lancer dans ça, de chercher à me perfectionner, de faire des études, de faire des recherches pour améliorer. Parce qu'un professionnel est un éternel apprenant.
Voilà. Non seulement vous prestez dans des mariages, dans des deuils, mais je sais aussi que vous transmettez aussi ce que vous connaissez. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille que, voilà, je dois transmettre maintenant ce que je sais? Bon, comme je l'ai dit, je suis un formateur, mais pas dans le domaine qui sont l'art oratoire, leadership, maîtrise des cérémonies, j'en passe. La puce, c'est beaucoup plus par demande de personnes. Ah, PM, forme un peu quoi? PM, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Lorsque vous recevez plusieurs demandes, eh bien, ça vous dit non. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce qu'il y a plusieurs manières de former. Hein. On peut former d'une manière indirecte. La personne vous observe juste et avec les dons, avec les compétences, les atouts qu'il a, en fait, ça passe. Hein. Je peux ouvrir une parenthèse lorsqu'on parle du leadership. Ça peut être inné, ça peut être aussi acquis en fait. Mais lorsqu'on parle, on parle de la généralité de ce qui est inné en fait, dans les termes leadership, on voit les ship, to lead et ship. Ship qui est comme de compétences, de fonctions, de qualités, des atouts. Donc une personne peut avoir des atouts, peut avoir des qualités, des compétences, en observant, il peut se lancer. D'autres demandent que puisse s'asseoir sur une chaise, sur un banc, pour que vous puissiez l'apprendre. Non, il faut commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Donc, je pourrais dire que ce qui a fait en sorte que je puisse me lancer dans ça, c'est beaucoup de demandes d'abord. Et puis, moi, je suis toujours dans le principe que on doit perpétuer ce que nous faisons parce que nous ne sommes pas éternels. Donc, il y a d'autres personnes qui doivent nous remplacer. Pour qu'ils puissent nous remplacer, ils doivent être disciples. Pour être disciple, il faut être formé. Il faut être à la suite d'un maître. Et ces disciples-là doivent aussi être à la hauteur pour qu'ils ne puissent pas être un piètre disciple. Et là, c'était le premier volet. Le second volet, c'est avec la personne que je travaille beaucoup plus dans la maîtrise des cérémonies en matière de formation, Maître Jaël Manzambi. C'est dû à une circonstance qu'elle a traversée, on a eu à partager avec elle, et ben on s'est dit, nous sommes dans ce domaine, moi je sais déjà former, j'ai ces potentialités, vous avez déjà formé plus de 3 ans dans l'art oratoire, pourquoi pas s'associer et mettre ensemble ce qu'il faut, de telle sorte que nous puissions aussi générer plusieurs maîtres de cérémonie, pourquoi pas élargir cette école, de telle sorte que nous puissions en fait, nous identifier ou bien que nous puissions créer d'autres nous. Parce qu'on doit se le dire, lorsque le carnet d'adresse s'élargit, nous ne serons pas là pour satisfaire tout le monde. Nous ne serons pas là aussi partout au même moment. D'où lorsque nous avons des élèves, nous avons des disciples qui nous incarnent, qui incarnent ce que nous connaissons, qui font des choses comme nous, plus que nous. D'ailleurs, c'est ça les soucis, que les disciples puissent surpasser le maître. Et là, on sera à l'aise de dire, ah, je suis buté ici, va dans cette conférence, va dans cette cérémonie, va dans telle cérémonie, est-ce que tu peux me remplacer? Tu peux me remplacer? C'est ça, en fait, les soucis, c'est ça, en fait, l'idéal. Donc, pour dire que les deux volets qui a fait en sorte que je puisse me lancer dans la formation, je suis d'abord formateur quelque part, qui était beaucoup plus dans le cadre ecclésiastique, mais qui n'était pas purement ecclésiastique parce que c'était une formation intégrale pour la jeunesse. Donc, le fait déjà de former, de parler devant les personnes, eh bien, ça fait en sorte qu'avec plusieurs demandes d'autres personnes, que nous voulons être comme vous, nous voulons nous faire comme cela, cherchez maintenant à créer un canevas, à créer des modules pour former des personnes là. Il y a de ceux-là qui sont formés de manière indirecte par nous. Et je ne savais même pas ça. Il y a récemment quelques personnes qui m'ont écrit, mentor, moi je n'ai jamais formé. Non, nous suivons toujours tes vidéos et attends, je te montre quelque chose. La personne m'envoie la vidéo d'une cérémonie qu'elle a animée, mais je regarde, oh, mais il a pris presque toutes mes techniques parce que la personne s'est formée à travers moi d'une manière indirecte. Vous voulez vous rappeler que j'ai parlé du chip, de compétences, de qualité, dont la personne a des compétences, a des qualités. Il suffit juste d'observer, de se concentrer, la personne peut y aller. Donc, pour cette personne-là, je suis son mentor, je suis son modèle, je suis son professeur. Mais il n'est pas passé sur moi. Voilà, merci MC Paul.
D'autres personnes cherchent aussi à transmettre, à communiquer, mais il y a cette peur qui les empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Quel conseil donneriez-vous pour communiquer efficacement, pour transmettre de manière efficace? Se former et pratiquer. Se former, pratiquer. On est Les, poète, mais on devient orateur. les deux vont dans le 50-50 où il y a un pourcentage qui est bien plus au-dessus par rapport à l'autre. La formation est l'essence. Hein. La formation est l'essence. Donc, les deux sont importants, mais nous devons en fait prioriser la formation. Pourquoi? Avant de pratiquer, vous devez d'abord avoir la connaissance. Maîtriser ce que vous devez pratiquer. C'est comme ceux qui ont fait la technique. Ils ne peuvent pas passer à la pratique sans avoir la théorie. Donc, comme je l'ai dit, on est poète, mais on devient orateur. Pour vous lancer dans cela, pour savoir cela, vous devez d'abord vous former. Il y a plusieurs formations que vous pouvez suivre. Ça va vous faciliter la tâche de vous lancer dans ce monde de formateurs, mais vous ne devez cesser de pratiquer. Et un formateur averti et aguerri est un formateur qui est éternel apprenant. Dans la pratique, bon, c'est bien plus facile de dire il faut pratiquer, mais dans la pratique, comme je l'ai dit, plusieurs ont peur. Plusieurs ont cette boule au ventre de se tenir devant le gens. Hier, d'ailleurs, je regardais une vidéo de Karamo, une de ses anciennes vidéos, où il a eu invité deux personnes à prester à côté de lui. Il y avait un garçon et une fille. Sauf que le garçon, il avait très peur et ça se voyait. Ça se voyait qu'il avait peur de parler, de dire ce qu'il fallait. Et au début, il parlait bien, mais à la fin, il a commencé à se perdre un petit peu. En fait, pour plusieurs personnes, leur peur se trouve là. Ils veulent transmettre, mais cette boule au ventre, voilà, je vais me retrouver devant les autres. Est-ce qu'ils vont accepter ce que je vais dire? Est-ce qu'ils vont être d'accord avec ce que je vais leur transmettre? Tout ça, tous ces paramètres que les gens prennent en jeu. Comment ils peuvent surmonter cette peur, passer au-dessus de cette peur qui est pour eux un mur? La phobie est psychologique et son traitement aussi est psychologique. D'où tout commence par la tête déjà. Il faut d'abord chercher, faire l'effort d'extirper les pensées négatives. Maintenant, pour l'extirper mieux, vous devez en premier lieu avoir suffisamment confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, cette peur va persister. Mais si vous avez d'abord confiance en vous, les étapes qui vont suivre seront presque faciles, pour ne pas dire du tout faciles. Comment est-ce que, lorsque vous avez la confiance en vous, parce que lorsque vous prenez la parole par devant les gens ont d'abord le réflexe de vous suivre. Parce qu'ils sont là, c'est pour vous suivre. Là, c'est d'abord la première des choses. Donc, ayez confiance en vous. Pourquoi avoir confiance en vous? Parce que vous maîtrisez ce que vous faites, vous maîtrisez ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que vous avez été formé en ça, vous avez des potentialités, vous avez des atouts, etc. Et la deuxième chose, c'est maintenant avoir des pensées positives. Imaginons que, avant d'aller parler, par exemple, dans une conférence, vous dites, lorsqu'on va m'appeler, par exemple, je vais monter l'estrade et puis je vais trébucher. Vous voyez, ça nourrit déjà votre pensée, votre mémoire. Et ça pourra arriver aussi sur scène. Parce que vous devrez toujours à penser à ça, à penser à ça. Donc, ce que je pourrais dire pour sortir cette peur-là, vous devez d'abord, premièrement, avoir confiance en vous. Deuxièmement, vous devez avoir des pensées positives. Troisièmement, vous devez vous préparer suffisamment. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez être même chez vous à la maison, vous utilisez la technique de miroir. Donc, vous regardez, vous faites comme si vous parlez devant les gens. Ça nourrit en fait la confiance en vous. Ça fera en sorte que lorsque vous serez devant les gens, vous allez voir ces gens-là comme si vous voyez. Et la deuxième des choses, et la troisième des choses plutôt, il ne faut pas prendre les personnes qui vous suivent, les participants, les personnes qui sont venues assister à ce que vous allez faire
comme des ennemis. Ah, d'ailleurs, la psychologie algérienne parle de ça aussi. Prenez-le comme des amis. Parce qu'un ennemi, on se méfie de l'ennemi. Lorsqu'on se méfie de l'ennemi, ça suscite une peur. Vous aurez peur de faire telle chose parce que vous allez vous dire qu'il va me faire ça. Mais si vous prenez le participant comme des amis, l'ami, c'est la personne avec qui vous avez confiance. L'ami, c'est la personne avec qui vous parlez librement. L'ami, c'est la personne avec qui vous confiez. Et ça sert à vice-versa. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez les participants comme des amis, ils auront cette facilité-là de vous verser leurs préoccupations. Et vous aurez cette facilité-là aussi de leur parler avec empathie. D'où, commencez d'abord par avoir confiance en vous. Nourrissez votre mémoire, votre cervelet avec de pensées positives. Préparez-vous suffisamment. Prenez votre auditoire comme des amis et non comme des ennemis. Il y a plusieurs techniques que nous pourrons élargir et parler à ça. Mais le base ou bien les principales techniques, c'est là que je pourrais parler pour le moment. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission que j'ai voulu juste nommer l'interview. Voilà. Un dernier message à transmettre à ceux qui ont peur de toucher à leur passion, de toucher à ce qu'ils veulent faire réellement. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver? Savoir parler rend toujours riche. Parce que le but principal d'abord de parler devant les gens ou bien de communiquer, c'est de convaincre. Lorsque vous savez parler, vous allez convaincre tout le monde à s'adhérer à ce que vous faites. Donc, que la peur ne puisse pas être l'obstacle de vous lancer dans ce que vous aimez faire, beaucoup plus sur le parler en public. Lorsque vous estirpez cette peur, ça fera en sorte que vous puissiez mieux vous découvrir. Mais la principale chose que je vous demanderai, c'est si vous n'êtes pas encore formé, faites l'effort de vous former. La formation est la seule chose que personne d'autre pourra vous ravir. Vous pouvez sortir, on vous ravit vos téléphones, vos trousses, vos sacs, mais ce qui est resté dans votre mémoire, ce qui est dans votre connaissance, personne ne pourra vous ravir. Et avec cette avancée du monde, eh bien, nous sommes appelés à surmonter notre peur en communiquant. Communiquer efficacement, c'est gagner un plus. Et savoir parler, cela vous rendra énormément riche. Voilà. Merci MC Paul d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions énormément. Et voilà, j'espère que vous avez capté le message de notre cher MC, le MC international, qui nous a aidé à comprendre certaines choses que l'on ne comprenait pas auparavant. On se retrouve prochainement pour un autre interview qui va continuer à vous aider. À bientôt.